Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma avec Antoine Cyr. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour mon cher Antoine. Alors au menu de ce mois d'août, les nombreuses ressorties qui mettront à l'honneur Ernst Lubitsch, Spike Lee, Roger Corman et Mel Brooks. Dans l'actualité des DVD Blu-ray, l'unique réalisation de Marlon Brando, un western spaghetti de Sergio Solima, un film noir de Robert Siodmak et un beau portrait de femme signé Claude Sautet. Antoine Cyr reviendra en long et en large sur la carrière sulfureuse d'une icône de l'âge d'or hollywoodien, Eddie Lamar, à l'occasion de la sortie de son autobiographie aux éditions Séguier. Et notre invité aujourd'hui est le réalisateur chilien Nicolas Lasnebat pour son premier long métrage, la biographie inventée consacrée à l'auteur fictif Arturo Bellano. Et tout de suite, on parle des ressorties. Avant de commencer ces ressorties, signalons 2 rétrospectives de cinéastes à redécouvrir dans les salles depuis le 1er août. On commence avec Yasujiro Ozu, en salle donc depuis le 1er août, 10 grands classiques du cinéaste nippon en noir et blanc et en couleur, à retrouver sur grand écran dans leur nouvelle restauration. Je les cite, Printemps tardif, Été précoce, Le goût du riz et Au thé vert, Printemps précoce, Crépuscule à Tokyo, Fleur d'équinoxe, Bonjour, Fin d'automne, Le goût du saké et bien sûr Voyage à Tokyo. Antoine, Ozu, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est absolument magnifique, c'est quelque chose, c'est vraiment le mélange de la vie moderne, c'est l'arrivée de la vie moderne au Japon sur les traditions, la tendresse. Pour moi, il y a des moments où quand Ozu raconte le Japon, je trouve que ça m'évoque un peu la tendresse d'un John Ford quand il raconte l'Irlande. Donc à retrouver dans les salles depuis le 1er août. Autre rétrospective consacrée à un cinéaste d'un genre différent, c'est Robert Enrico. Rétrospective de 5 longs métrages réalisés par le cinéaste dans les années 60. C'est vraiment circonscrit entre 62 et 68. On peut y voir La Belle Vie, son premier long métrage, sorti tardivement mais qui lui valut à l'époque le prix Jean Vigo et présenté à la Mostra de Venise. Les Grandes Gueules avec Bourvil, Lino Ventura, Michel Constantin. Les Aventuriers, que j'aime beaucoup, l'un de ses classiques avec Delon, Ventura et Johanna Shimkuts, qui vient de faire l'objet d'une toute nouvelle restauration 4K présentée récemment à la Cinémathèque française. Tante Zita, un film, alors l'un de ses films franchement les plus méconnus, avec également Suzanne Flon et Robert Fresson. Et enfin Ho, un des rares échecs de Belmondo à l'époque, une œuvre oubliée pourtant attachante, avec donc Bebel dans le rôle principal et également Johanna Shimkuts. 5 films donc à retrouver dans les salles le 1er août. Et vous faites bien de parler de Johanna Shimkuts, qui était une des plus belles femmes du monde. On va parler d'Eddie Lamar tout à l'heure, mais Johanna Shimkuts, c'était vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable sur ce plan-là. À admirer donc dans les salles actuellement. On commence donc l'actualité de ces ressorties avec Antoine, le lieutenant souriant d'Ernst Lubitsch, réalisé en 1931, qui ressort le 8 août avec Maurice Chevalier, Claudette Colbert et Myriam Hopkins. Alors je suis très content que ce film ressorte, parce qu'il était effectivement assez difficile à voir. Il est formidable. Alors d'abord, c'est un témoignage de la carrière américaine de Maurice Chevalier. Vous savez que Maurice Chevalier, qui au début parlait pas du tout anglais, puisque sa troupe s'appelait les Brothers, et il savait même pas que ça voulait dire les frères. Donc au début, Maurice Chevalier... Il y avait du boulot, oui. Ouais, il y avait un peu de boulot, mais il s'est retrouvé prisonnier pendant la guerre de 14 en compagnie de prisonniers anglais qui lui ont appris la langue. Ensuite, il est parti à Londres et finalement, les Américains l'ont trouvé formidable et se sont dit que ce serait bien de l'amener à Hollywood. Et là, il a fait une carrière à Hollywood qui a été une carrière très importante, avec notamment des films de Lubitsch, et Le lieutenant souriant en est un. Et ce sont d'ailleurs des films qui ont été généralement tournés à la fois
en anglais et en français, donc avec une couverture planétaire, une sorte de prélude à l'entertainment mondial. Et donc, Maurice Chevalier était au centre de cet édifice. Et donc, Le Lieutenant Souriant, c'est un film absolument charmant. D'abord, c'est un film de Lubitsch, c'est un film dans lequel il y a toute l'ironie de Lubitsch. C'est un film partiellement musical, évidemment, avec Maurice Chevalier, c'est souvent le cas. D'ailleurs, Maurice Chevalier deviendra le partenaire d'une très grande chanteuse musicale de films musicaux américaine qui est Jeanette MacDonald. Elle va faire plusieurs films avec elle. Mais là, donc, nous avons Claudette Colbert et Myriam Hopkins qui forment vraiment un duo très très charmant autour de Maurice Chevalier. C'est l'histoire finalement un peu triste d'une violoniste qui va apprendre à une princesse comment se rendre attirante pour les hommes, et finalement cette violoniste en donnant cet apprentissage à la princesse va perdre d'une certaine manière l'homme qu'elle aimait, qui est donc Maurice Chevalier. C'est plein de scènes très charmantes encore une fois. Claudette Colbert, qui était franco-américaine, a elle aussi tourné le film en français et en anglais, et Myriam Hopkins, qui était une femme formidable, qui était, elle, tout à fait américaine, a aussi tourné dans les deux versions. Et ce qui est intéressant, c'est que le grand poète français Philippe Soupeau, lorsqu'il a vu Le Lieutenant Souriant, a dit que Myriam Hopkins était peut-être la plus grande révélation du cinéma de l'époque. Donc pour toutes ces raisons, c'est un film qu'il faut voir, un film plein de charme, plein d'ironie, et vraiment très agréable. À voir dans les salles à partir du 8 août. Plusieurs ressorties estivales sont consacrées à la lutte de la cause noire aux États-Unis, à commencer par The Intruder de Roger Corman, qui ressort le 15 août en version restaurée réalisée en 1962 avec William Shatner et Frank Maxwell. L'histoire d'Adam Kramer, un jeune homme à l'air plutôt avenant qui débarque dans une petite ville du sud des États-Unis dans les années 50 où vient d'être votée une loi en faveur de la déségrégation autorisant un quota d'élèves noirs à intégrer un lycée fréquenté par des blancs. Kramer va profiter de cette situation tendue pour haranguer les foules et semer le trouble dans la ville. Alors Roger Corman était jusqu'alors connu pour ses films de genre, notamment ses adaptations d'Edgar Allan Poe. Il adapte ici le roman de Charles Beaumont et confie le rôle principal à William Shatner. William Shatner, futur capitaine Kirk dans Star Trek, qui incarne finement ce prêcheur de haine charismatique et manipulateur, attisant les pulsions les plus malsaines avec son sourire sardonique. Le tournage, qui s'est déroulé dans le Missouri, fut difficile. Corman reçut même des menaces de mort, pour lequel il dut adopter la technique du shot and run, tourner la scène le plus vite possible et d'étaler rapidement avant que les gens du coin ne comprennent ce qu'ils étaient réellement en train de filmer. Notamment une séquence où l'on voit des membres du Ku Klux Klan faire une descente dans la ville. Malgré son échec relatif, Corman était très fier de ce film, à la dimension politique et contestataire évidente, et le film est à voir absolument, remarquable par sa concision. Le film ne dure qu'1h20 et qui n'a rien perdu de sa force, évacuant tout manichéisme pour évoquer une Amérique raciste, violente et influençable. Sans doute le meilleur film de son auteur. Et si vous voulez en savoir plus sur Roger Corman, j'ajoute qu'une autobiographie vient de sortir qui s'intitule « Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime » aux éditions Capricci, où le pape de la série B, mentor de Coppola et Cameron, revient sur les clés de son succès. 10 Negroes went into the Caxton High School, sat with the white children. You think it can be stopped? I've come to do what I can for the town. Hey, nigger! Why don't you go on home? They do grow things fast here, don't they? The way you act, you're not afraid of me, are you? You despise me, but you're attracted to me, isn't that right? You! The Negroes will literally, and I do mean literally, control the zone! I don't believe it. I don't believe any part of it, do you? The boy here and the other children have got to go to school this morning. It means everything. You can't give up now.
Right Thing de Spike Lee, réalisé en 1989, fait également partie des ressorties de ce mois d'août. Il est en salle à partir du 15 août, interprété par Danny Aiello, John Turturro, Spike Lee et Samuel L. Jackson. Le film ressort aussi, pourquoi ? Puisque le nouveau Spike Lee, Black Klansman, primé au dernier festival de Cannes, sort lui le 22 août. Alors nous sommes à Brooklyn, en plein été, l'atmosphère est caniculaire. Un jeune Afro-Américain, joué par Spike Lee, est livreur de pizza dans une pizzeria tenue par Sal, Danny Aiello et ses 2 fils d'origine italienne. La chaleur de plus en plus suffocante va finir par cristalliser les tensions raciales. Le film est inspiré d'un fait divers qui s'était déroulé dans le Queens quelques années plus tôt. À sa sortie en 1989, le film frappe par l'énergie de sa mise en scène et frappe encore d'ailleurs par cette énergie aux couleurs pop et bariolées, par le brio de ses acteurs, la truculence et la tchatch de certains personnages, la manière qu'il a de nous immerger dans l'atmosphère brûlante et tendue de ce quartier de Brooklyn et le traitement frontal du sujet où on passe quand même subitement dans la violence des émeutes car ces émeutes sont provoquées par une anecdote. Nous sommes dans le restaurant italien de Danny Aiello et 2 clients noirs se plaignent que les portraits affichés au mur ne comportent que des stars blanches et aucun noir. Le message de Spike Lee est d'ailleurs assez ambigu entre révolte et réconciliation, à l'image des 2 citations qu'il affiche à la fin de son film, celle de Martin Luther King, condamnant la violence, et celle de Malcolm X, la justifiant. Il consacrera d'ailleurs quelques années plus tard un film à Malcolm X. Le film aura aussi un aspect prophétique, les émeutes de Los Angeles éclatant quelques années plus tard. Alors en 1989, le film est présenté à Cannes, mais malgré son bon accueil, il ne reçut aucun prix, ce qui énerva particulièrement Spike Lee, qui en a beaucoup voulu au président du jury d'alors, un certain Wim Wenders. Avec The Right Thing, Spike Lee devient l'étendard d'une nouvelle génération de cinéastes, malgré, il faut bien l'avouer, une filmographie nettement moins convaincante par la suite. Donc The Right Thing à redécouvrir absolument dans les salles dès le 15 août. Yes, children, this is the cool out corner. No freedom. I'm the boss. You want freedom? That's freedom. You take an order and you take it out. He's got an order there for you. You know, deep down inside, I think you wish you were black. You can't stand it. Hey, Sal, how come getting the brothers on the wall here? You want brothers on the wall? Get your own place. You can do what you want to do. Make everybody see in order to fight the power that be. Fight the power. Why don't you move back to Massachusetts? I was born in Brooklyn. I'm organizing a boycott of South Spain. The Radio Raheem. I can't even hear myself think. We want the black people on that motherfucking wall of fame now! Come on, what? Always do the right thing. Fight the power. That's it? That's it. Fight the power. Une rareté, un film inédit jusqu'à présent que l'on peut voir en salle le 22 août, un documentaire King de Montgomery à Memphis, sorti aux États-Unis en 1970, inédit jusqu'alors, avec la participation à la réalisation de ce film de Sidney Lumet et de Joseph Mankiewicz. Le film retrace les grandes étapes du combat de Martin Luther King, du rassemblement pour les droits civiques de 1963 à la réception de son prix Nobel de la paix en 64, aux marches de Selma pour le droit de vote jusqu'à son assassinat à Memphis en 1968. Le film est produit par Eli Lando, qui sera même nommé à l'Oscar du documentaire pour ce film. Un documentaire assez saisissant, de près de 3 heures, sur le combat de l'apôtre de la non-violence, gorgé d'images rendant compte du contexte politique de la ségrégation. On voit d'ailleurs de nombreuses images de violences policières, de manifestations, de la marche pour les droits civiques dans laquelle Martin Luther King lance son fameux I Have a Dream. Et ce qui est assez frappant et troublant dans le film, c'est à quel point King acceptait l'idée qu'il allait mourir. On le voit plusieurs fois dans le film l'avouer en demi-mot. Le film est aussi ponctué de monologues tirés d'œuvres littéraires ou de discours politiques prononcés par des célébrités d'Hollywood de l'époque. On y retrouve Harry Belafonte, Burt Lancaster, Paul Newman, Joan Woodward, et mise en scène justement par Sidney Lumet et Joseph Mankiewicz, qui étaient très engagés pour les droits civiques. Une œuvre historique exceptionnelle à découvrir pour la première fois sur les écrans. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia
on termine avec plus de légèreté, Antoine, avec Les Producteurs de Mel Brooks, réalisé en 1968, qui ressort dans les salles le 22 août. Alors, je pensais que vous alliez me lancer, mon cher Antoine, en disant que vous trouvez que c'était un film daté et poussiéreux. Bah écoutez, vous allez me le démentir alors. Voilà, exactement. Mais avec gourmandise quand même. J'espère bien. Parce que je pense que les producteurs, donc d'abord, c'est un film avec deux acteurs qui sont extraordinaires, qui sont Gene Wilder et Zero Mostel. Et donc, c'est l'histoire de deux producteurs qui, en fait, escroquent les vieilles dames. Et à un moment, pour que leur escroquerie fonctionne, ils ont besoin de mettre beaucoup d'argent dans la production d'un spectacle qui va être un naufrage absolu. Et donc, il faut absolument que le film soit un naufrage. Et donc, ils cherchent le plus mauvais film, le plus mauvais scénario, pardon, c'est une comédie musicale au théâtre, c'est pas un film, mais donc ils cherchent la plus mauvaise histoire possible pour faire un spectacle qui doit absolument se planter magistralement. Et donc ils vont chercher sur les toits de New York un vieux nazi qui a écrit une pièce à la gloire de Hitler et qu'il transforme en une espèce de comédie musicale qui célèbre Hitler. Et donc ils se disent forcément que ce truc va forcément foirer. Et donc le public est tellement bête que en fait le truc est un énorme succès et que évidemment nos deux producteurs et nos deux escrocs sont ruinés. Moi personnellement, je trouve que cette histoire, qui est évidemment une histoire d'une ironie terrible, je trouve au contraire qu'elle est réalisée avec beaucoup de finesse, parce que il faut préciser que c'est le premier film de Mel Brooks pour le cinéma. C'est le premier film de Mel Brooks, et vraiment, peut-être qu'entre-temps on a vu tellement de choses que seuls les gens qui ont connu ce choc à l'époque le vivent encore par nostalgie. Mais franchement, quand cette comédie musicale, elle est tellement délirante dans sa nullité, et en même temps elle est très bien faite, parce qu'il y a tous les codes évidemment de la comédie musicale. Vous voyez arriver le gars qui joue plus ou moins Hitler est un type totalement beau gosse et qui est évidemment le contraire de ce qu'est Hitler, et la légèreté avec laquelle il raconte l'histoire, c'est le contraire de tout ça. Et d'une certaine manière, par anticipation, et là pour le coup je trouve que le film n'a pas tant vieilli que ça, Mel Brooks se moque un peu des gens qui vont utiliser un sujet aussi grave quand même que celui-là pour raconter des histoires plus tard qui tordent un peu la réalité historique. Il y en a même des exemples assez récents et assez célèbres où finalement on raconte l'histoire d'Hitler et de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui sans toujours se soucier de réalité historique. Et là, d'une certaine manière, dans Les Producteurs, on a par anticipation une charge, une satire de cette utilisation de Hitler de façon évidemment complètement exagérée, mais d'une certaine manière un petit peu prémonitoire. The producer could make more money with a flop than with a hit. We've got to find the worst play ever written. We've struck gold. Springtime for Hitler. We wish to produce your play. A play? We think it's a masterpiece. Help us tell the birds. Birds! 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 Do you hear? The director, is he bad? He stinks. Will the dancing Hitlers wait in the wing? We are only seeing singing Hitlers. In 2 hours, our worries will be over. This is it! Don't forget the Checky. Can't produce plays without Checky. That's very nice. Picked the wrong play, the wrong director, the wrong cast. Where did I go right? Ecstasy and Me, c'est le titre de la folle autobiographie d'Eddie Lamar. Une autobiographie très personnelle, bien que l'actrice ait dit qu'elle avait été écrite par quelqu'un d'autre, et assez crue, paru aux États-Unis en 1966 et qui vient enfin d'être publié en France aux éditions Séguier, dans laquelle l'actrice évoque son enfance autrichienne, le scandale du film Extase en 1933 où elle apparaît nue à l'écran et qui la propulse à Hollywood, sa carrière en demi-teinte, ses 6 mariages et 6 divorces et ses nombreuses frasques sexuelles. Une des plus belles actrices de l'âge d'or hollywoodien, mais aussi une inventrice majeure, un peu oubliée, que
vous nous racontez, mon cher Antoine, dans votre histoire de cinéma. Alors effectivement, le paradoxe d'Eddie Lamar, c'est qu'elle avait une intelligence prodigieuse, elle a joué avec les plus grands acteurs de son temps, et pourtant, elle n'avait laissé qu'une trace relativement floue dans l'histoire d'Hollywood. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien que la plupart des gens soient incapables de citer l'un de ses films, Eddie Lamar est aujourd'hui une sorte d'icône, et à mon avis, ça s'explique par 3 raisons. Premièrement, comme vous l'avez dit, elle était une femme d'une beauté inouïe. Deuxièmement, elle avait, comme vous l'avez dit aussi, une réputation sulfureuse du fait qu'elle avait tourné nue dans Extase. Et troisièmement, elle avait une intelligence prodigieuse. En effet, elle avait conduit avec son ami le musicien Georges Antheil à inventer un dispositif de guidage des torpilles qui préfigurait en quelque sorte le GPS et le Wi-Fi. Et donc, il n'en faut pas plus pour remettre à la mode une actrice dont la filmographie, assez abondante, une trentaine de films, ne compte en réalité aucun rôle ayant durablement impressionné les foules, mais qui bénéficie de la mode du glamour et qui parvient, 18 ans après sa mort, à s'imposer auprès de jeunes générations. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que du coup, elle devient une sorte de symbole de l'âge d'or d'Hollywood auprès de jeunes générations qui ne connaissent pas ou peu les vraies grandes actrices qui ont fait cet âge d'or, comme Greta Garbo, Katharine Hepburn, Bette Davis ou Barbara Stanwyck. Mais donc, surfant sur cette vague, l'éditeur Séguier a traduit et édité l'autobiographie de 66, qui effectivement n'a pas été réellement écrite par l'actrice, mais qui a été manifestement dictée par celle-ci à 2 journalistes qui n'ont pas lésiné sur le scandale pour assurer un succès éditorial. Alors le livre nous raconte tout sur la manière dont Eddie Lamar a fait sa carrière, et notamment dès le départ, on nous dit qu'elle aurait été trompée par Gustave Machati, le réalisateur d'Extase, qui lui aurait dit que la scène de nudité ne serait filmée que de très loin, et qu'il aurait même piqué avec une épingle à nourrice pendant un gros plan pour aboutir à ce qui va devenir à l'écran la première scène de plaisir féminin, bien avant Jeanne Moreau dans Les Amants. Le livre raconte aussi comment, pendant sa jeunesse autrichienne, elle fut l'épouse d'un marchand de canons qui la couvrait de cadeaux et lui faisait rencontrer Hitler et Mussolini avant qu'elle ne décide, on la comprend, de lui échapper dans une fuite rocambolesque, puis de s'imposer auprès du patron de la MGM, Louis B. Mayer, qui faisait alors une tournée en Europe pour découvrir de jeunes talents. Il avait fait d'ailleurs ce genre de tournée 10 ans plus tôt, lorsqu'il avait ramené à Hollywood Greta Garbo. Mais entre-temps, le cinéma était devenu parlant, et Eddie Kissler, rebaptisé Eddie Lamar, ne put jamais se défaire d'un accent autrichien à couper au couteau. Le livre est très centré sur la vie sexuelle d'Eddie Lamar, et de manière assez bizarre, passe totalement sous silence les fameuses expériences scientifiques. En revanche, c'est un document intéressant sur la manière dont les studios étaient tout-puissants et manipulaient tous ceux qui tombaient en leur pouvoir. Dans le livre, Eddie Lamar insiste sur le manque de discernement de ses choix professionnels. Alors elle raconte par exemple comment elle a refusé de tourner Casablanca, mais a accepté de jouer dans Les Conspirateurs, un film qui fut tourné avec la même équipe, à l'exception quand même du réalisateur Michael Curtiz et des 2 stars Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, et qui du coup fut un échec total, lui. Un manque de flair quand même assez... qu'elle assume en même temps. En même temps, si vous voulez, dans Les Conspirateurs, vous dites, voilà, le truc, c'est un manque de flair, mais déjà à partir du moment où il y aurait eu Eddie Lamar dans Casablanca, il n'y aurait pas eu Ingrid Bergman. Et il n'est pas impossible que le film, du coup, ait été peut-être moins bon. Dans son livre, Lamar se présente comme une bonne actrice, pourtant, alors que la rumeur générale à Hollywood, et tout le monde le disait, et qu'elle était la plus belle femme du monde, mais une actrice assez médiocre. La vérité, c'est qu'Eddie Lamar a développé trop tardivement ses capacités d'actrice. Elle laissait sa beauté compenser l'inertie de son jeu, et puis elle sous-estimait aussi un peu les ravages que causait son mauvais caractère. Alors, ces films les plus mémorables ont été produits par d'autres studios que le studio qu'il avait embauché, la MGM, parce que ces studios peut-être un peu plus alternatifs avaient compris qu'il y avait quand même un atout chez Eddie Lamar, qui était son étrangeté et qui allait plus loin que sa beauté. Puis alors d'autre part, il faut dire aussi que si Eddie Lamar mérite son titre d'icône, c'est certes parce qu'elle était une femme somptueuse et libérée, mais aussi parce qu'elle avait établi la distance qui convenait entre elle et les producteurs qui auraient voulu abuser physiquement de la situation. Et évidemment, ça, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est assez intéressant puisque les producteurs étaient pourtant beaucoup plus puissants encore à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood. Dans
le livre, j'ajoute qu'elle retranscrit des conversations qu'elle a eues avec Louis Mayer, le patron de la MGM, qui sont quand même assez éloquentes et savoureuses sur le rapport entre les patrons de studio et les comédiennes à l'époque. Tout à fait. Alors, le cinéphile dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit penser d'Eddie Lamar ? Par exemple, il y a à charge contre elle des films comme Ziegfeld Girl, qui est justement un film de la MGM, où Eddie Lamar côtoie Judy Garland et Lana Turner. Ce film avait été à l'origine créé pour Eddie Lamar. Et puis finalement, plus le film avançait, plus la production avançait, et plus le rôle de Eddie Lamar se réduisait, parce qu'on se rendait compte qu'elle n'allait pas pouvoir porter le film sur ses épaules. Et Pandro Berman, le producteur du film, disait « Eddie n'a pas de talent, et elle n'est en aucune façon une personne importante. Pour jouer dans des films, il faut être beaucoup plus qu'une simple beauté glaciale. » Donc c'était quand même assez terrible comme constat. Pourtant, les films qui permettent de sauver Eddie Lamar existent, mais il faut bien dire qu'ils ne sont pas très connus. Quelquefois, ce sont des films assez moyens, comme par exemple l'adaptation de Tortilla Flat de Steinbeck en 1942, où Eddie Lamar dissimule son accent autrichien sous un personnage hispanique. Et là, il faut reconnaître que les seuls moments intéressants de ce film, ce sont les moments où il y a Eddie Lamar en face de John Garfield, le grand rebelle d'Hollywood. Et là, d'un seul coup, elle s'anime et ça devient très intéressant. Dans la même période, je vous conseille Souvenir, un film vraiment réussi de King Vidor, où Eddie Lamar joue l'ancien amour de jeunesse d'un bourgeois de Boston, qu'elle retrouve quelques années plus tard, et dans lequel, pour une fois, elle joue une vraie américaine, mais comme elle avait toujours son accent, les scénaristes lui avaient inventé une enfance européenne pour justifier cet accent. Donc vous voyez qu'elle était quand même pas super facile à utiliser pour Hollywood. Alors là, d'ailleurs, quand il y a eu ce film Souvenir, le Hollywood Reporter avait prédit que la carrière de Eddie Lamar allait vraiment décoller. Pourtant, ça ne s'est pas réalisé et donc on peut dire que d'ailleurs les meilleurs films avec Eddie Lamar sont restés ceux pour lesquels elle était prêtée à d'autres studios que la MGM, comme Casbah, qui est un bon remake de l'excellent Pépé le Moco, dans lequel Charles Boyer a pris la place de Jean Gabin, ou Angoisse, un thriller en costume tourné pour la RKO par Jacques Tourneur. You're beautiful. That's easy to say. I know a lot of people have told you. For me, you're more than that. For 2 years, I've been lost, like walking in my sleep. Suddenly, I wake up, that's you. I don't know what I've been doing all that time waiting for you without knowing it. Do you know what you are to me? Paris. That's you. Paris. With you, I escape. Follow me? The whole town. A spring morning in Paris. You're lovely. You're marvelous. And you know what you remind me of? The subway. Close your eyes. Listen. Can you hear it? That's my heart beating. Does it go like a subway train? Faster. You're all silk and you jingle when you walk, and with all that shishi you make me think of the subway. Isn't that funny? And potato chips and coffee on the boulevard. What did you do before? Before what? Before the jewels. I wanted them. Donc en 1945, Eddie Lamar joue le dernier film de son contrat avec la MGM, La Princesse et le Groom de Richard Thorpe. Son rêve de devenir la nouvelle Garbo ne s'est pas réalisé. Au milieu des actrices confirmées comme Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn ou Bette Davis, ou de la génération suivante incarnée par Ingrid Bergman, Gene Tierney ou Lana Turner, il y avait peu de place pour cette beauté au jeu limité. Et là, elle est livrée à elle-même et elle va se lancer dans la production. Et son premier projet va être quand même assez réussi. C'est un projet très personnel, Strange Woman, qui va être signé par son compatriote viennois Edgar Ulmer, mais qui serait partiellement l'œuvre de Douglas Sirk. C'est un drame qui se déroule dans l'ambiance mystique de la Nouvelle-Angleterre au début du 19e siècle. Et là, elle joue un rôle d'ambitieuse schizophrène. Et là, il va y avoir un engagement physique de l'actrice dans cette histoire qui est très supérieur à celui qu'elle a dans ses autres films. Elle est inquiétante, elle est vénéneuse.
fameuse, elle est tragique, c'est probablement son meilleur rôle. Mais c'est aussi son chant du cygne, et les tentatives qu'elle effectuera en tant que productrice jusque dans les années 60 seront toutes des échecs. Alors au milieu de ces échecs, il y a un film produit par la Paramount qui est Samson et Dalila, un péplum d'anthologie réalisé par Cécile B2000 et qui restera son dernier grand rôle. I will hide nothing from you. The oldest trick in the world. A silk trap. Baited with a woman. Do you know a better bait, Samson? Men always respond. Of all the women in Gaza, why did the Saran send you? I asked to come. Why? I knew you'd yield to any other woman. And you came here to save me. No, I came to betray you. By the four winds, you have courage, Delilah. Don't overlook this. It's a gift from the Saran. Et d'ailleurs, dans le livre, elle parle beaucoup de Cécile B2000, avec lequel elle a une relation assez conflictuelle sur le tournage, mais qui reste, semble-t-il, en tout cas selon elle, sa plus grande expérience de tournage, en tout cas le cinéaste qu'elle admirait le plus. Oui, et c'est certainement l'un de ceux qu'il a le mieux utilisé, c'est incontestable. Mais bon, ce film va être un peu une exception dans une période de déclin, et d'ailleurs, après cette période, le livre d'Eddie Lamar nous la montre comme trouvant plutôt une forme de bonheur en dehors du cinéma, au bras d'un amant fauché, plus jeune, et alors qu'elle-même n'intéresse plus personne et que sa déchéance financière est totale. Ne serait-ce que parce que elle est un pied de nez à ce destin tout de même un peu triste à la fin. La réhabilitation posthume d'Eddie Lamar est sympathique, mais enfin, à mes yeux, elle le sera encore plus si elle sert de point de départ au réexamen de la carrière des nombreuses actrices hollywoodiennes qui ont porté des dizaines de films grâce à une présence à l'écran et des qualités de jeu autrement plus solides. Mais alors, vous critiquez un peu son jeu d'actrice. Est-ce que c'est ce qui explique le fait que finalement très peu de grands metteurs en scène de cette époque, et pourtant ils sont nombreux, n'ont jamais fait appel à elle? C'est ce qu'il manque aussi dans sa filmographie. Non, je suis pas d'accord, parce que elle a quand même tourné avec d'assez grands réalisateurs. Elle a tourné avec King Vidor, elle a tourné avec Victor Fleming, qui est quand même qui est pas peut-être un grand maître du cinéma d'auteur, mais enfin qui est quelqu'un qui savait tout à fait faire des films qui fonctionnent. Et puis elle avait tourné aussi avec des réalisateurs très débrouillards. Par exemple, elle avait fait un film avec Joseph H. Lewis, le fameux auteur de Gun Crazy. Et Joseph H. Lewis, c'était vraiment quelqu'un qui était habitué à tirer le meilleur de tout le monde et à tirer le meilleur des acteurs, puisqu'il était habitué à faire des films fauchés. Donc il faisait vraiment le meilleur avec ce qu'il avait. Et quand il a tourné avec Eddie Lamar, il a dit non, là vraiment avec Eddie Lamar, j'y arrive pas, quoi. Donc je crois vraiment que c'était une femme qui était paradoxale, parce qu'elle était intelligente, elle était magnifique, elle n'était pas très douée pour la comédie, et elle ne pouvait exprimer ce don pour la comédie que dans un certain nombre de cas, et notamment les cas où on s'appuyait beaucoup, non pas sur sa beauté, encore une fois, mais sur son caractère un peu étrange, où on essayait où on la faisait jouer un peu aux marges de la folie, et où là, d'un seul coup, elle arrivait, il y avait une espèce de déclic qui faisait qu'à ce moment-là, elle commençait à avoir la présence qui lui faisait défaut dans d'autres circonstances. Et puis donc, comme vous l'avez rappelé évidemment dans votre histoire du cinéma, elle ne fut pas qu'actrice mais aussi inventrice, ce qu'elle passe totalement sous silence. C'est assez étonnant en effet dans cette biographie. Et elle a d'ailleurs reçu des années après un titre posthume, je crois, un prix pour cette invention qui en effet est un peu l'ancêtre du Wi-Fi que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un livre vraiment assez truculent à lire, hein. Vraiment je le recommande, assez cru. Elle y va franchement, mais on apprend aussi qu'elle fut à une époque quand même une des stars les plus chères d'Hollywood. On la voit avec Louis B. Mayer négocier un contrat pour un film qui s'appelait Dame sans passeport, je crois, où elle négociait $90 000, ce qui à l'époque était considérable. Donc la sortie de cette biographie est bienvenue pour se replonger dans l'œuvre, certes irrégulière, on va dire, d'Eddie Lamar, comme vous venez de nous le dire, mais en tout cas je recommande vraiment ce livre, Ecstasy Enemy, la folle biographie d'Eddie Lamar, édité aux éditions Séguier. Et tout de suite, direction le Chili.
Roberto Bolano, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est l'un des personnages clés de la littérature sud-américaine, tour à tour poète, puis auteur de romans et de nouvelles. Pour son premier long métrage, le cinéaste chilien Nicolás Lasnibat lui consacre une œuvre qui oscille entre documentaire et fiction, justement intitulée La biographie inventée, dans lequel il fait la part belle à un auteur fictif, Arturo Bellano. Vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Nicolás Lasnibat, qui est en plateau avec nous, va tout vous expliquer. Nicolás Lasnibat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Vous êtes né à Valparaiso, au Chili. Vous avez travaillé comme scénariste pour le cinéma et la télévision et aussi comme critique de cinéma. Vous avez ensuite fait vos études à la FEMIS à Paris avant de réaliser plusieurs courts-métrages primés dans les festivals. Vous avez été également l'assistant de Patricio Guzmán sur Nostalgie et la lumière et Le bouton de nacre. La biographie inventée est votre premier long-métrage. Alors, Nicolas, expliquez-nous tout. Quelle est la part de vrai et de faux dans votre film? Alors, le film, c'est tout à fait vrai. Les sujets complexifient finalement les projets. Parce que les sujets du film, c'est la fiction. C'est-à-dire, c'est un documentaire, c'est une forme documentaire sur la fiction de l'œuvre de Roberto Bolaño. Et du coup, il y a une part qui est réelle. Je suis allé dans plusieurs pays chercher des gens qui ont vraiment connu l'auteur pour parler de son alter ego. Roberto Bolaño, il a inventé Arturo Bellano pour vouloir, si vous voulez, je pense, laisser une trace littéraire d'une vie inventée. Alors, juste pour reclarifier pour nos chers auditeurs, Roberto Bolaño est un auteur important qui a vraiment existé. Arturo Bellano, lui, est un personnage fictif, une sorte, comment vous pourriez qualifier, une sorte de double. C'est son double, c'est son alter ego. Il partage avec l'écrivain des amitiés, des lieux de vie, un parcours similaire. Et mon travail, ça a été aller chercher ces endroits que le personnage de fiction avec son créateur, c'est-à-dire le créateur et sa créature, ils ont partagé finalement dans le monde réel. Donc j'ai pu aller toucher vraiment ça, aller poser les caméras dans des endroits qui ont vraiment existé et rencontrer des gens qui ont vraiment existé aussi. Mais en même temps, il avait une partie fiction où je suis allé chercher des comédiens pour jouer des rôles de personnages de fiction, qu'il n'y a pas beaucoup quand même, hein. Il y a 2, 3. Les publics français, il va découvrir après 1 heure de visionnage du film, Anne Alvaro par exemple, qui a gagné 2 fois le César. Ce qui pour un spectateur français fait un peu basculer le film. Hein, tout à fait. Puisque quand on arrive dans votre film et qu'on ne connaît pas le sujet, ce qui était mon cas, on voit soudainement Anne Alvaro camper un personnage qui n'existe pas. Là on se dit, où est-ce qu'on est? Dans quoi on se trouve? Tout à fait. Moi, je voulais être très fair-play avec le public. Donc, je voulais des comédiens connus, des visages facilement reconnaissables par les spectateurs. Au Chili, ça arrive un peu plus tôt. Il y a une comédienne qui s'appelle Amparo Noguera qui a joué dans plusieurs films de Pablo Larraín, etc., qui arrive à la moitié du film. Mais les spectateurs français ne la reconnaissent pas. Donc moi je voulais troubler un peu ça, les points de repère des spectateurs à travers une forme documentaire totalement innovatrice. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce film, c'est que donc c'est inspiré par l'œuvre de Roberto Bolaño et donc au centre de l'œuvre de Roberto Bolaño, il y a un livre qui s'appelle Les Détectives Sauvages, qui est un livre énorme. Hein, c'est un livre de 1500 pages ou ça dépend de l'édition, mais c'est vraiment un pavé. C'est un peu les Détectives Sauvages, c'est un peu une sorte d'équivalent sud-américain et récent d'Ulysse, quoi. C'est un livre qui est de Joyce. C'est un livre foisonnant, épais, et qui raconte là aussi des personnages qui sont embarqués dans une quête et dans un voyage initiatique qui tourne autour de gens qui n'existent pas et qui pourtant va les mener à la rencontre de gens qui existent. Par exemple, il y a un personnage qui est dans Les Détectives Sauvages, qui est Michel Bulteau, qui est un philosophe... un poète électrique. Un poète électrique et assez anarchiste. Et donc, Bulteau est dans Les Détectives Sauvages et il est dans le film de Nicolás Lasnibat. Et donc, moi, je me dis que est-ce que ce film, finalement, c'est pas une tentative de recherche de solution à l'adaptation d'un livre pratiquement inadaptable, parce que je pense que le livre de Bolaño est pratiquement inadaptable au cinéma, comme l'est d'ailleurs Ulysse de Joyce, et que peut-être que la formule qu'a trouvée Nicolás Lasnibat part de cette volonté d'essayer d'adapter quelque chose d'inadaptable. Tout à fait. Il a 2 romans qui sont
clé pour le projet, qui est Étoile distante, c'est un roman qui ça se passe plutôt au Chili, à la côte catalane espagnole, et Les Détectives Sauvages. Les Détectives Sauvages, la boîte de production au Mexique de Gaël García Bernal, il a voulu faire une adaptation cinéma, je ne sais pas où ils sont, je pense que depuis 4 ou 5 ans qu'ils essayent d'adapter le roman, et ça a été vraiment un guide, c'est-à-dire une espèce de carte pour se retrouver dans cette adaptation de mon côté, et aller chercher des pistes pour trouver et reconstruire cette biographie d'Arturo Belano à l'intérieur de mon film. Il y a quelque chose qui est drôle, c'est que Bolaño n'a jamais rencontré Michel Bulto, par exemple. Et moi, récemment, quand je fais le film, j'ai pu faire les liens entre les poètes mexicains qui sont les inspirateurs des personnages de Bolaño, qui existent vraiment, et Michel Bulto. Ces liens dans le réel, ça s'est fait à travers de mon film. Donc ça, ce sont des choses qui, dans le monde d'aujourd'hui, des fake news, etc., je pense que laisser rentrer un peu de fiction dans le réel et un peu de réel dans la fiction, c'est plutôt pas mal. Alors Roberto Bolaño, le vrai, faisait partie du mouvement de l'infraréalisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce mouvement au Chili C'est un mouvement mexicain parce que Bolaño il a vécu à partir de ses 18 ans au Mexique. Et c'est, si vous connaissez les beatniks aux États-Unis, c'est un peu les beatniks mexicains qui sont encore aujourd'hui très peu connus parce que voilà, eux ils sont très critiques depuis le début du mouvement littéraire de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, etc. Donc la culture établie littéraire au Mexique, ils essayent de les mettre à l'écart. Et le livre de Bolaño, Les Détectives Sauvages, il a permis les redécouvrir, mais ils sont un groupe des poètes assez discrets. Moi, ça a été très compliqué de pouvoir les aborder et pouvoir les filmer. Et je pense que voilà, un film comme la biographie inventée permettra de les faire ressortir, pouvoir traduire ces poèmes dans des langues comme l'anglais ou le français, quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui. Alors, vous faites partie à la fois du cinéma français et du cinéma latino-américain. Vous avez grandi au Chili avant de faire vos études à la FEMIS en France. C'est quoi la cinéphilie en Amérique du Sud ? Parce que moi, j'ai été frappé un jour à l'aéroport de Santiago du Chili. Je me suis aperçu que dans la boutique de livres et de journaux de l'aéroport de Santiago du Chili, on vendait des dizaines de films classiques. Donc c'était... et en fait, d'ailleurs, je me suis ruiné à la librairie de l'aéroport avant de reprendre l'avion. Donc on se dit quelque part qu'en Amérique du Sud, on regarde des classiques, mais je ne sais pas exactement lesquels, je ne sais pas comment les influences se fabriquent. Et comme vous-même, vous êtes assez imprégné de culture cinématographique, qu'est-ce que c'est être cinéphile en Amérique du Sud ? Alors à mon époque, aux années 80, être cinéphile, c'était être une espèce de freak total. Moi, j'ai grandi en voyant des films dans les instituts des ambassades, sur des copies 16 mm, un peu, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, je pense que ça a changé avec Internet et tout ça. Mais être cinéphile, bon, il faut faire un peu la différence. En Argentine, Mexique, Brésil, c'est tout à fait différent. Il a une vraie cinéphilie parce qu'il a une présence, il a une connexion au monde. Après, il a d'autres pays qui sont plus petits. Par exemple, l'exemple de l'Uruguay, la Cinémathèque Uruguaya, est étonnant dans l'histoire de la cinéphilie mondiale. C'est eux qui ont découvert Bergman, par exemple, au monde entier. Comment ça s'est passé ? Comment ils ont fait comment se fait-il que la Cinémathèque d'Uruguay ait fait connaître Bergman au monde entier ? Parce qu'ils ont eu un lien avec Svensk Film Industrie, peut-être. Ils ont fait une petite rétrospective là-bas et Bergman, il n'était pas dans le radar des cahiers ou des positifs en France. Et ils ont été les premiers qui ont fait ça, quoi. Et ils sont très fiers, même aujourd'hui, de ça. Du coup, il avait aussi des collectionneurs, des copies 35, etc. Moi, j'étais très proche d'un groupe de cinéphiles qui avait la première salle d'art et essai à Santiago, qui avait une petite collection avec des moyens très, très limités. Et donc, on voyait des copies 35, des films classiques, etc. Après,
c'est très compliqué de voir des films latino-américains en Amérique latine. Ça, c'est très, très, très clair. C'est plus simple de voir des films au Festival de Biarritz en France et passer une semaine à se mettre à jour, si vous voulez, de la production en Amérique latine, qu'à Santiago ou peut-être même à Buenos Aires. Donc nous, la circulation des films latino-américains à l'intérieur du continent, c'est très difficile et on ne connaît pas vraiment. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a des classiques latino-américains quand même ? Bien sûr, il a des classiques, il a des films, il a tout Buñuel mexicain, il y a des films qui sont, par exemple, du cinéma chilien de l'exil, il a les films des premiers Raúl Ruiz qui ont été faits avec une seule caméra, la même caméra. Bon, là, il y a une histoire particulière avec le cinéma chilien parce que quand Jory Stevens, il est allé au Chili, invité par l'Université du Chili, faire des documentaires, des petits courts-métrages, dont A Valparaiso, qui était produit par Anatole Daumont, français d'Argos Film, grand producteur. Et ils ont acheté une caméra 35. Avec cette caméra, ils ont été réalisés les premiers films de Miguel Litin, les premiers films de Raúl Ruiz et les premiers films d'Aldo Francia, qui étaient les grands fondateurs du nouveau cinéma chilien fin des années 60. Et ça a déclenché un mouvement de cinéma qui a été arrêté par le coup d'État au Chili. 73, qui après, ça a repris avec le retour de la démocratie en 90. Mais après, là, on vient de voir, je crois, à Bologne, un film d'Emilio Fernandez, mexicain, qui vient d'être découvert, mais nous, les latino-américains, on les connaît très bien. Et lui, il a adapté Steinbeck, il travaillait avec Gabriel Figueroa à La Lumière, qui était un héritier de Greg Toland au Mexique. Il avait découvert Maria Félix, qui est devenue une grande actrice, y compris en Europe. Tout à fait. Donc ça, c'est pour nous nos classiques. Après, les voir, c'est très compliqué parce que les cinémathèques, ils n'existent pas vraiment. À Buenos Aires et Montevideo et au Mexique, il en existe. Mais au Chili, nous, on n'a pas. On n'a pas de système de conservation des films. Et donc, nous, les Chiliens, on manque à ma trilogie chilienne, elle est en dépôt à la Cinémathèque de Toulouse parce qu'il a des vraies conditions de conservation, mais voilà, il n'y a pas vraiment une conscience de la conservation des films et pouvoir montrer des grands classiques sur des salles. Et ces grands classiques, est-ce que vous les avez aussi découverts en France, quand vous êtes arrivé en France, à travers justement les cinémathèques, les salles de quartier, les ciné-clubs, et si oui, quels ont été vos cinéastes de découverte quand vous êtes arrivé en France? Quand je suis arrivé en France, moi je suis tombé amoureux de Paris à cause de la cinéphilie. Et ce n'est pas du tout cinéma latino-américain. Il avait à l'Action École une rétrospective d'Anthony Mann. Je n'avais jamais vu du Anthony Mann en 35 mm. J'ai vu tous les films. Et quand j'ai passé le concours de la FEMIS, ils m'ont posé la question, bon, qu'est-ce que tu as fait à Paris depuis 10 jours? J'ai cité 30 films que j'avais vus en 10 jours. Et c'était une espèce de mise à jour. Je me souviens, à Saint-André-des-Arts, il avait la saga Bergman, il avait tout Bergman qui passait. Donc ça, à Paris, plaque tournante des films classiques, c'est vraiment extraordinaire. Pour un cinéphile, vivre à Paris, l'expérience parisienne, on a du mal à la quitter quand même. Et c'est une expérience que vous prolongez toujours. On parle chaque semaine de toutes les ressorties, notamment en salle. Est-ce que vous continuez à les voir? Elles sont la plupart maintenant, elles sont même toutes aujourd'hui en version numérique, restaurée. Est-ce qu'il y a encore des films évidemment peu connus qu'on redécouvre? Est-ce que vous y allez toujours? Oui, tout à fait. On ne peut pas... Moi, comme Bolaño, quand lui il parlait de son œuvre, lui disait je suis un lecteur avant tout, avant d'être un écrivain. Moi, je suis un spectateur avant aussi. Donc, je vais souvent à la Cinémathèque, au Quartier Latin, voir des films, revoir des fois. Là, je viens de voir la ressortie du film de Dennis Hopper, The Last Movie. Et aussi, j'ai vu presque tous les films de la rétrospective Bresson à la Cinémathèque. Les revoir dans des copies restaurées, c'est comme les voir pour la première fois, des fois.
Et Bresson, donc, parce que ça vous nous en avez pas encore parlé, il fait partie de vos cinéastes de chevet. Quels sont un peu les réalisateurs qui vous ont le plus influencé et qui vous influencent encore? Alors pour la biographie inventée, c'est pas Bresson. Bresson, je voudrais faire un film sur lui, un documentaire. Et c'est très compliqué de trouver un producteur parce que bizarrement en France, les gens disent bon, Bresson, il n'est pas connu, c'est trop cinéphile. Moi, comme Chilien, comme étranger en France, c'est inacceptable. C'est un des cinéastes les plus connus à l'étranger, après Godard et Truffaut, par exemple. Mais pour la biographie inventée, pour moi, ça a été Welles. Ça a été Orson Welles et Chris Marker, et les grands maîtres sur lesquels la fiction, l'essai cinématographique, la vérité, les mensonges, ils sont dans certains de ces films. Marker et Welles, moi, je pense qu'ils font partie d'un espèce de club de menteurs magnifiques. Et moi, je voulais explorer ces terrains-là sur mon film. Mais après, j'ai beaucoup de références et des cinéastes que j'adore. Moi, j'aime beaucoup sur mes films de fiction et la trilogie chilienne que vous avez citée tout à l'heure. C'est surtout les néoréalismes italiens qui m'a énormément marqué. Nicolas Lasnibat, merci beaucoup. Donc, alors, je rappelle la sortie donc de la biographie inventée, mais nous ne l'avons pas précisé. Où est-ce qu'on peut voir votre film? Je crois que il va être bientôt au Chili. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors le film, il va être présenté mois d'août dans le festival de Santiago, le Sanfic, qui est un festival le plus important du Chili. On aura sa première là-bas. Et puis là, on attend des réponses des festivals en France. Je pense qu'on aura une première française avant la fin de l'année. Les films ils viennent d'être finis récemment. Donc là, on attend des festivals et on attend des distributeurs pour essayer de donner une chance en salle. Eh bien, espérons que nos auditeurs pourront le découvrir prochainement dans les salles. Nicolas Lasnibat, merci beaucoup. Et tout de suite, on parle de l'actualité des DVD. On débute cette actualité DVD Blu-ray avec La Vengeance aux deux visages de et avec Marlon Brando, réalisé en 1961, édité chez Carlotta en version restaurée 4K avec également au casting Karl Malden, Cathy Jurado et Ben Johnson. L'histoire de deux bandits qui attaquent une banque au Mexique et s'enfuient avec le butin. Encerclés, ils décident de se séparer, celui qui prend le butin devant revenir avec les renforts. Mais il ne tient pas sa parole et laisse son ami Marlon Brando croupir en prison. Quelques années plus tard, ce dernier libéré revient pour se venger. Alors c'est l'unique réalisation de Marlon Brando, un projet qui avait d'abord été proposé à Sam Peckinpah puis Stanley Kubrick. Alors après avoir dépensé beaucoup de mètres de pellicule au tournage et dépassé allègrement le budget, Marlon Brando rendit un premier montage de 5 heures, ramené à 2h20 par la Paramount. Le film est d'une grande beauté formelle, le directeur photo d'ailleurs Charles Lang sera nommé aux Oscars, et Brando surprend, moi c'est l'aspect le plus étonnant du film selon moi, par son côté masochiste, se filmant en train de se faire torturer, malmenant ainsi sa virilité, une œuvre personnelle à l'étrange perversité que l'acteur Antoine appréciait beaucoup, dommage qu'il n'a pas transformé l'essai. Oui, c'est dommage, on peut quand même dire de ce film La Vengeance aux deux visages, qui répond un peu à la définition du grand film malade, c'est-à-dire que c'est un film qui a des imperfections, qui mérite absolument d'être regardé, qui s'illustre par la qualité hallucinante de ses images. Charles Lang, c'était un des directeurs de la photographie les plus importants d'Hollywood. Il avait travaillé avec Mankiewicz, il avait travaillé avec Wilder. Et d'ailleurs, autour de ce film, il n'y a que des gens extraordinairement talentueux. Parmi les gens qui ont écrit le scénario, finalement, on retrouve Peckinpah, puisqu'il avait travaillé dessus. Il y a Rod Serling. Il y a vraiment autour de ce film énormément de talent, et le talent de Brando lui-même, qui fait que à la fin, on a un objet qui est extrêmement déroutant, mais extrêmement talentueux. Diane. Hello, kid. Hello. Hello? Are you waiting for my father?
saw it on your face since the first day he came here. You were a bank robber, Mr. Real? Yes, ma'am. And then I'm gonna hang you. Person. You're a one-eyed jack around here, Dad. I seen the other side of your face. Le dernier face-à-face de Sergio Sollima est sorti chez Wildside, réalisé en 1967 avec Gian Maria Volonte et Thomas Melian, un professeur d'histoire à la santé fragile. Gian Maria Volonte se retire au Texas. Au cours de son périple, il est contraint de venir en aide à Beauregard Bennett, un célèbre hors-la-loi blessé, campé par Thomas Melian, membre de la Horde sauvage. Tous les opposent, mais ils vont finir par se vouer une admiration réciproque jusqu'à ce que les rôles finissent par s'inverser. Alors on est évidemment dans la lignée des westerns italiens de cette époque, les années 60. C'est le second volet de la trilogie de Sergio Sollima après Colorado, film coécrit avec le scénariste Sergio Donati, évidemment connu pour les films de Sergio Leone, notamment Il était une fois dans l'Ouest. Le film sort en 1967 et connaît un grand succès en Italie, sauf aux États-Unis où il est diffusé dans très peu de salles. C'est en 1977 que la compagnie Audifilm réédita Faccia a Faccia, c'est le titre original, en lui donnant un nouveau titre improbable, totalement improbable même, Il était une fois en Arizona, alors que l'action du film ne se situe pas du tout en Arizona. À sa sortie, le film fut largement empiété au montage de 17 minutes pour ne pas dépasser les 90 minutes et ainsi obtenir, sous la pression des exploitants, une séance quotidienne supplémentaire. Et d'ailleurs, en revoyant le film en version française, on peut ainsi s'amuser à repérer les séquences qui ont été réintégrées dans le montage présent dans cette édition. Malgré tout, on ne verra jamais la Director's Cut originale de 2h30 voulue par Sollima, et certaines coupes paraissent toujours un peu abruptes. Alors, Sergio Sollima, comme Sergio Corbucci, dont nous avons parlé dans les précédents flashbacks, sont longtemps restés dans l'ombre de Sergio Leone. Si le dernier face-à-face ne possède pas la maestria et la flamboyance de Leone, il n'en demeure pas moins un western de bonne facture, qui voit ingénieusement les rôles s'inverser. Gian Maria Volonte est une fois encore formidable en salaud qui s'ignore, fasciné par une violence qui le gangrène progressivement. On est moins convaincu par la perruque un peu outrancière de Thomas Melian, mais le dernier face-à-face demeure un western tout à fait recommandable, avec en prime la partition enfiévrée d'Ennio Morricone. Beh, eccoci qua. Come vedi siamo stati puntuali. E adesso ce ne andremo buoni buoni senza fare storie. Però che ingrati. Volevamo bene a tutti qui. Ma vedrai che finiranno col rimpiangerci. Fermo là. Ehi, ma sono disarmato. Non vedi? Voglio soltanto restituire questa. Bravo. Sortie DVD Blu-ray, La Proie, Antoine, de Robert Siodmak, édité chez ESC Édition, édition à laquelle vous avez collaboré. Alors oui, La Proie, c'est un film très intéressant parce que c'est un film noir, c'est un classique de ce genre cinématographique dans lequel, autour d'une intrigue policière qui généralement se déroule dans la ville avec les ambiances un peu sombres de la grande ville, on retrouve aussi des personnages qui ont généralement de bas instincts, des vies tragiques. C'est vraiment un des films emblématiques du film noir. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a la rencontre de deux composantes emblématiques du film noir, elles aussi, qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui ne se rencontreront jamais d'autres fois, qui sont d'une part Robert Siodmak, qui est l'un des cinéastes qui ont fait le plus de films noirs, avec des films très importants, comme La Double Énigme, Les Tueurs, The Phantom Lady, etc., mais qui étaient des films de la Universal, qui avaient une tendance virant plutôt vers le fantastique et vers le psychanalytique, et qui étaient des films essentiellement de studio,
avec d'un autre côté la Fox. Donc c'est le seul film que Siodmak va faire à la Fox, et la Fox faisait aussi beaucoup de films noirs, mais c'était des films noirs qui avaient une veine beaucoup plus réaliste, qui étaient d'ailleurs souvent tournés en décor naturel, et c'est précisément le cas de La Proie. Et donc on retrouve en quelque sorte Siodmak, auteur de films noirs plutôt un peu fantastiques et psychanalytiques, transporté dans l'univers de la Fox, qui faisait plutôt des films noirs réalistes. Et ça va donner un film très intéressant, très sensible, avec la confrontation de deux acteurs qui sont Richard Comte et Victor Mature, qui étaient tous les deux des acteurs d'origine italienne, et dans lequel on va les retrouver dans une ambiance italienne. Le film se passe probablement, on nous le dit jamais exactement avec détail, mais probablement à Little Italy. Il y a une ambiance qu'on pourrait qualifier de pré-scorsésienne dans ce film, avec un criminel et un policier qui en réalité se ressemblent énormément, qui viennent du même milieu, on sent bien que ce sont deux personnages qui pourraient être pratiquement des frères, et que la vie les a fait diverger. L'un est devenu bon, l'autre est devenu mauvais, mais là où le côté psychanalytique de Siodmak reprend le dessus, c'est qu'évidemment on se rend compte que la distance entre le bon et le mauvais est en réalité extrêmement ténue, et c'est une des caractéristiques de ce film, et c'est ce qui fait de La Proie un très beau film. C'est assez mélodramatique, les deux acteurs vedettes sont vraiment formidables, et c'est vraiment un film noir qui mérite d'être redécouvert. C'est même étonnant qu'il ne soit pas plus connu. Et on termine cette actualité DVD Blu-ray avec une histoire simple de Claude Sautet, réalisée en 1978. Que Pâté ressort donc en DVD Blu-ray en version restaurée, avec Romy Schneider, Claude Brasseur, Bruno Kremer, Madeleine Robinson et Francine Berger. Romy Schneider joue Marie, qui rompt avec Serge, campé par Claude Brasseur, et décide de garder l'enfant qu'elle vient d'avoir de lui. C'est la 5e collaboration entre Romy Schneider et Claude Sautet. C'est d'ailleurs Romy Schneider qui est à l'origine du scénario, qui a demandé à Sautet de lui écrire un film de femme, scénario de Jean-Louis Dabadi. Alors Antoine, on l'a souvent comparé ce film à Vincent François Paul et les autres, parce que c'est aussi un film choral, mais cette fois avec une figure centrale qui est d'ailleurs assez silencieuse, qui est Romy Schneider. Le film est dans son époque, tourné peu de temps après la loi Veil sur l'IVG, puisque il faut quand même rappeler que la première scène, c'est Romy Schneider qui veut avorter, c'est la première séquence du film. Sautet d'ailleurs ne le considérait pas comme son meilleur film, qui le mettait un peu mal à l'aise, comme s'il s'était senti un peu pris au piège de son sujet et du cadeau offert à Romy Schneider. Mais comme dans un Sautet que personnellement je préfère, qui est Mado, Sautet explore là aussi les difficultés sociales de son temps, avec notamment le suicide d'un ami de Marie, Romy Schneider, cadre au chômage sans avenir. Tout cela se terminera plutôt bien pour l'actrice, puisqu'elle remportera le César de la meilleure comédienne. Un film qui vaut aussi beaucoup pour son casting, Claude Brasseur, Bruno Kremer ou encore Francine Berger. Oui, et puis avec quand même on est effectivement dans ces années où l'arrivée de l'avortement légal est évidemment un sujet, et Romy Schneider avait fait partie des actrices qui avaient été militantes de l'avortement. Et donc il y a aussi un jeu de miroir entre le film et les engagements de Romy Schneider. Et cette décision, vous l'avez prise seule ? Oui. Mais il y a 2 mois, quand vous l'avez fait, vous le vouliez. Oui. Et pourquoi plus maintenant ? Parce que je vis avec quelqu'un. Enfin, il a 42 ans, je peux pas l'expliquer dans une phrase. Mais je vais le quitter. Et vous avez quel âge ? 39. Vous avez déjà eu des enfants ? Oui, j'ai un fils de 16 ans. Du même partenaire ? Non, j'étais mariée. Et vous êtes divorcée ? Oui. On pourra faire ça la semaine prochaine. Vous savez, maintenant, l'intervention dure à peine 10 minutes. Vous serez chez vous le jour même. Oui. Oui, je sais.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 septembre pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.